Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. Cette semaine, je suis très content car je reçois une dame qui m'a donné une chance dans la vie. Elle m'a permis de travailler à l'endroit où elle travaille elle-même et à l'endroit d'ailleurs où on se trouve en ce moment. Et c'est sûr et certain que c'est une personne dont vous avez sûrement entendu parler car moi, ça fait déjà je dirais depuis l'adolescence que j'entends son nom circuler dans le domaine des personnes handicapées visuelles. Et mon invité, c'est Pascale Dussault. Bonjour Pascale. Bonjour Martin. Ça va bien? Ça va très bien, merci toi-même. Oui, ben comme je le disais, je suis très content de te recevoir aujourd'hui, puis qu'en plus tu nous reçois dans les locaux du RAM, parce que, bon, tu m'as déjà donné une chance de travailler au RAM il y a quelques années. Pas pour une très longue époque, pas pour une très longue période, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses. J'ai travaillé à la réception du RAM, j'ai travaillé un petit peu au centre communautaire aussi, j'ai pu toucher à différents aspects. Et bon, ça a été quand même très apprécié pour moi de pouvoir faire ça. Et de plus, bon, ben aujourd'hui, on aimerait ça te connaître un peu. Tout d'abord, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, de comment s'est passée ta jeunesse, ton enfance? Bien oui. Ben d'abord, je suis née à Montréal. Je suis une vraie Montréalaise de souche. Quoique j'habite plus à Montréal maintenant, mais j'ai habité à Montréal jusqu'à l'âge de 20 ans. Et je suis née d'une famille de 4 enfants, 4 filles en plus. Oh, 4 filles, 4 OK. filles, oui, pas de gars. Alors, ben, pas besoin de te dire que 4 filles adolescents, ça chicane beaucoup pour le vêtement, le maquillage et le ci et le ça. Mais j'ai perdu la vue, j'avais 14 ans. OK, donc c'était pas de naissance. Non, c'était OK. pas de naissance. J'ai fait un décollement de rétine. En fait, je recommence. J'ai fait un décollement de rétine à l'âge de 12 ans. Pas 14, 12. OK. Qui a été finalement provoqué par une chirurgie. C'est-à-dire que j'ai pas eu un coup qui a fait un décollement de rétine. Les médecins voulaient, comment on dit ça, attacher ma rétine parce qu'ils voyaient qu'elle se décollait. Et finalement, en faisant l'opération, ils l'ont décollée plus qu'autre chose. Ouf. Ce qui fait que je suis devenue ce qu'on appelle aujourd'hui amblyope ou malvoyante ou demi-voyante là, à l'époque. Là. Mais j'étais quand même une bonne demi-voyante. Et mes parents m'ont inscrit à ce que tout le monde connaît aujourd'hui, l'école Jacques Ouellette, qui était l'Institut Nazareth et Louis Braille à l'époque. Fait que je suis vraiment arrivée là dans mon adolescence. Là. Je finissais mon secondaire. C'est-à-dire que je finissais ma 6e année et je commençais mon secondaire 1. OK. Et mes parents m'avaient inscrit à l'Institut Nazareth et je ne voulais pas y aller. Et j'ai vraiment fait une vraie crise d'adolescente. Là. Vous voulez vous débarrasser de moi, vous m'aimez plus, je veux pas aller là. Parce que à l'époque, on était interne encore à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Oui, même si vous restiez pas si loin exact, que ça. Oui, c'est ça. Alors, j'ai comme fendu un peu le cœur de mes parents, ce qu'ils ont fait, qu'ils m'ont inscrit au secondaire de l'école du quartier avec un prof itinérant. Mais je t'avoue, ça a été un flop total. Oups. Ça a vraiment pas bien fonctionné. Les profs étaient pas collaborateurs, puis tu sais, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça, des gens intégrés, là, puis des services, puis on n'avait pas d'informatique non plus pour nous aider. Ce qui fait que j'ai vraiment floppé mon année et j'ai recommencé mon secondaire 1 l'année suivante en allant à l'Institut Nazareth et Louis Braille où on n'était plus obligé d'être interne.
Ah, d'accord. Ça fait que là, bon, il y a eu une année un peu comme de perdu, Ouais. mais d'un autre côté, j'imagine que là, vu que c'était plus interne, puis t'as vu aussi que ça marchait pas vraiment non plus à l'école régulière, c'était plus, un petit peu plus attirant d'aller à l'école spécialisée. Tout à fait. Mhm. Tout à fait. Parce que à l'école régulière, là, moi, j'étais comme le petit mouton noir. Là. J'étais la seule qui avait une déficience visuelle. Même si je voyais quand même pas si mal, j'étais la seule qui avait une déficience visuelle. Alors que quand je suis arrivée à Louis Braille, c'était tout à fait le contraire. C'était comme si moi, je voyais par rapport aux autres. Là. J'étais vraiment une bonne demi-voyante. À l'époque, on appelait ça 20-400. Je sais pas ce que ça peut équivaloir aujourd'hui. Mais moi, j'avais un bon champ de vision. C'est juste que je voyais pas loin. Une bonne grosse myope, là. OK. Fait que j'ai fait 4 ans, mon secondaire 1, 2, 3, 4 comme ça. Et au secondaire 5, j'ai fait une autre écolement de rétine et j'ai perdu le reste de ma vision. Oh là là, OK. Mais j'ai été chanceuse quand même parce que les 4 années précédentes, on avait beaucoup insisté pour que j'apprenne le braille. OK. Même si je voyais quand même, là, on a insisté pour que j'apprenne le braille. Ce qui fait qu'en secondaire 5, quand j'ai perdu le reste de ma vision, j'ai pas perdu mon année, tu sais, j'ai pu continuer. Parce que c'est ça, t'avais déjà ton braille. Oui, puis... c'est ça. J'étais lente, là, mais au moins, j'ai pu continuer parce que j'avais le braille. OK. Puis après ça, ben, je suis allée au cégep en travail social. J'ai fait un DEC, puis c'est ça. Et là, le cégep, c'était... premièrement, le travail social, ça, est-ce que ça t'est venu comment, cette idée-là? Est-ce que... Ben, ça m'est venu parce que... premièrement, je suis très communautaire dans l'âme, mais en fait, ce que je voulais faire surtout, c'était avocate. Ah oui! Oui. OK. Et les orienteurs à l'époque m'avaient pas encouragé du tout d'aller faire mon droit, disant qu'il fallait lire beaucoup de livres, beaucoup de documents, puis tout ça. Alors, on faisait des tests de profil, là, et c'est eux autres vraiment qui m'avaient dirigé vers le travail social. Puis effectivement, mon DEC de 3 ans, j'ai bien aimé faire ça. J'ai bien aimé, ça me convenait bien. Est-ce que tu étais allé au Vieux-Montréal? Oui, j'étais allée au Vieux-Montréal. 3 ans et demi. OK. Puis là, ça s'est passé comment, le cégep, à cette époque-là? Ben, j'étais à cette époque-là, mais tu l'as pas dit, puis je sais pas si tu veux le dire, là, mais environ dans lesquelles années? Ben déjà, quand tu dis dans la présentation que tu me connais depuis ton adolescence, ça me rajeunit pas ben. Ouais, mais il me semble que de mémoire, on a à peu près une dizaine d'années de différence. J'ai 53 ans. Bon, ça fait que tu vois, moi, j'ai 43, là, à l'heure où les gens entendent l'émission. Ça fait qu'on a 10 ans. Ouais. Ça fait que d'un sens, c'est un petit peu, fin d'adolescence, je commençais à entendre parler de toi, probablement. Ouais, probablement. Mais ça s'est bien passé, mais si tu te rappelles que je venais de faire une perte de vision totale là, dans mon année de secondaire 5, ce qui fait que pour m'intégrer au cégep, puis je répète, on n'avait pas d'ordinateur ni rien à cette époque-là, alors il fallait que je prenne mes notes à la tablette. Au poinçon, là. À la tablette pour poinçon. Mhm. Mais ça faisait pas très longtemps que je faisais du braille, fait que j'étais pas très, très rapide avec ça. Puis c'est déjà pas rapide Non, c'est ça. en partant. À part de nos vieux profs là, qui voyaient pas depuis longtemps, j'ai connu des profs qui écrivaient très, très vite avec la tablette. Mais moi, j'étais pas vite. Et pour être sûr de pas faire un flop total, j'avais pris juste un cours et un cours de soir. Puis j'avais pris un cours, comment on appelait ça, donc relations humaines. OK. Juste pour voir comment je m'adapterais, comment j'arriverais à prendre mes notes et tout ça. Ouais, faire comme une intégration. Ouais, c'est ça. Peu Puis ça s'est très, très bien passé, ce qui fait que la session d'après, je suis vraiment embarquée à temps plein pour faire un DEC en travail social. C'est pour ça que je dis que je l'ai fait en 3 ans et demi. Mhm. Mais fait marquant, le premier cours, moi, on m'avait dit, on m'avait pas prévenu qu'au cégep, quand tu rentrais dans un cours, 80% du temps, le prof est pas déjà là. Il arrive souvent après les étudiants. Alors moi, je suis installée à mon bureau, ma canne est pliée, j'ai ma tablette, mon poinçon en avant de moi pour prendre mes notes. Puis une tablette puis un poinçon, ça fait un petit peu de bruit, hein? Oui. Le prof, pendant son cours, m'entend faire des tic, 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 parce que j'écris. Il doit se demander ce qui Et se là, passe. au lieu de se demander ce qui se passe, il dit, hey, celle qui joue avec son crayon là-bas, arrête de faire du bruit. Fait que là, j'ai arrêté.
Et là, je me suis vraiment demandé, qu'est-ce que je fais, là? Si je dis pas un mot puis je me retourne chez nous en pleurant, ben, c'est de valeur, mais je perds ma chance de faire des études et d'avoir une chance d'avoir un travail plus tard, ou faut que je me lève puis que j'aille voir le prof, tu sais. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis levée après le cours, je suis allée voir le prof, j'y ai montré ma tablette, mon poinçon, j'y ai expliqué comment ça fonctionnait. Puis là, lui, il me dit, il faudrait que à chaque cours, tu expliques à tout le monde que tu es handicapé visuel, puis que... OK, dans chaque classe, là, dans chaque groupe. Oui, dans chaque groupe, là, parce que... Ouais, parce qu'il y avait personne pour le faire à ta place. Non. Là. Il y avait pas de gens là qui t'introduisaient auprès des professeurs. Non, parce là, qu'il y avait pas de service pour personnes handicapées. OK, il y avait zéro service. Non, il y en avait pas. Ça existait pas. OK. Alors, c'est pour ça souvent aussi que j'ai dit, une personne aveugle qui est gênée est dans le trouble. Parce que c'est pas donné à tout le monde de parler en avant de toute la classe, puis d'expliquer que tu es handicapé visuel, puis que tu vas prendre tes notes, puis que ça fait un petit peu de bruit. Et là, tu touches à quelque chose de très important selon moi, parce que là, tu dis, bon, c'est un handicapé visuel qui est gêné. Là, toi, t'avais la chance d'être en travail social. Mm-hmm. Bon. Mais quelqu'un qui est dans n'importe quel cours, là, peu importe la discipline, a souvent à se présenter un peu, là, puis à expliquer que, bon, il y a des appareils particuliers, puis bon, hein, que c'est pas tout à fait comme les autres étudiants, hein, ça fait que, je pense que c'est assez important. C'est très important, surtout quand tu es handicapé visuel, là. Parce que si tu veux demander de l'aide aussi, peu importe, là. Toute chose se complique un peu, tu veux. Si t'es gêné un peu, là, ouais. Mais là, toi, ça, c'était pas ton cas. Ça fait que, là, le professeur t'a proposé ça, et c'est ce que tu as fait? Oui, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai fait ça pendant mes 3 ans. À chaque début de session, à chaque début de cours, je faisais la même chose. Parce qu'au cégep, on n'est pas toujours avec les mêmes étudiants, hein. Non. Fait que, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, ça s'est très, très bien fait. J'ai jamais eu d'autres problèmes. À part qu'on recevait souvent nos livres en braille la session suivante, des choses comme ça, là. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, on reçoit nos documents par courriel, numérisés, on a des scanners pour le faire. Mais à cette époque-là, on n'avait rien de ça. C'est ça, là, zéro. Zéro. Puis on attendait les livres en braille, puis comme tu dis, ça prenait du temps. Puis là, ben, les notes à la tablette, t'as fait ça tout le long aussi. Oui. Ça fait que... Ben, c'est-à-dire qu'on s'est raffiné un peu avec les années, parce que il y avait rien de tout ça quand moi je suis arrivée, mais je suis quand même arrivée dans l'époque où la technologie est arrivée aussi, puis ça arrivait vite et ça changeait vite. J'ai souvent dit, moi, que j'ai appris 4 sortes de braille, tu sais, parce que t'apprends le braille intégral, t'apprends le braille abrégé, après ça, t'apprends à écrire avec une tablette à l'envers. Après ça, on m'a donné ce qu'on appelait un P2D à l'époque. Ben oui, j'ai connu ça. T'as connu ça? J'ai connu ça avec une cassette audio. Avec une cassette audio, effectivement. Puis on écrivait, puis tu sais, il fallait que tu comptes tes caractères, parce que si tu dépassais... Ouais, t'avais 1000 caractères par page. Tu pouvais plus rien changer après, là. Mais c'était technologique quand même. Oui, parce pour l'époque, oui. Au lieu d'écrire en braille puis de recommencer ta page, ben tu pouvais quand même faire un petit peu de correction puis un petit peu de... Oui, puis tu branchais ça à une imprimante, puis tu pouvais imprimer ton texte, puis c'était l'époque de l'Optacon aussi. L'Optacon, une petite caméra qu'on pouvait lire avec... je sais pas si tu as connu ça, là, mais on pouvait lire l'imprimé qui était en relief en dessous de nos doigts. C'était comme des petits chocs électriques là, qu'on lisait les lettres en dessous de nos doigts. J'ai pas eu à l'utiliser, mais j'ai connu ça. Je sais que j'avais un professeur à Jacques Ouellette maintenant là, qui utilisait ça beaucoup. Mm. Mais oui, ça que t'as connu tous ces types de... Ah oui, oui! Et c'est presque à tous les ans que ça changeait. Je veux dire, après ça, c'était un Versabraille, qui était un peu le même principe que le P2D, mais qui était avec des disquettes. Nous donnait un peu plus de lassitude. Là. Oui. On n'avait plus besoin de calculer tous les caractères par page. Puis exact. Puis, bon, après ça, ben, c'était l'ordinateur, le WordPerfect. Mais ça, toi, ça t'intéressait, ça, la technologie? Pas du tout. Non. Et okay. Ça m'intéresse toujours pas. OK. Non, moi, je suis comme le commun des mortels. Je suis une utilisatrice. Alors, j'aime bien pouvoir utiliser un ordinateur avec synthèse vocale, afficheur braille, et que ça soit simple. Si je vais sur Internet puis que j'arrive pas à trouver mon information tout de suite, je perds patience. Non, je suis vraiment pas une techno. OK. Mais bon,
Un peu de façon obligée, comme on dit. Oui, effectivement, de façon obligée. Là, Pascal, moi, ce que j'aimerais, là, bon, t'as fini t'as fait ton deck, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que là, moi, j'en ai aucune idée. Puis tu peux peut-être nous faire un petit historique, là, de comment ça s'est passé pour toi. Ben, en finissant mon deck, d'abord, la dernière année de mon deck, j'ai fait un stage... Oui, parce que là, il y avait des stages oui, là-dedans, là. oui. J'ai fait un stage au Centre des femmes de Montréal, OK. qui était tout à fait dans le domaine du travail social. J'ai bien aimé l'expérience du Centre des femmes de Montréal parce que on faisait du counseling, on faisait de l'accueil, de la réception, de l'aide, un peu de tout, là. Mais ce qui est fait assez étonnant, je sais pas comment je m'en sortirais aujourd'hui, mais encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Alors, le Centre des femmes de Montréal avait aussi un centre de référence. Alors, je sais pas si tu as déjà vu ça, des cardex, là, où on mettait des petits cartons dans les tiroirs, puis il y a de l'information écrite là-dessus. Ouais. Pas très accessible, une personne aveugle, ça. Alors, je m'étais pris un bénévole et j'ai fait ça par les fins de semaine et par les soirs parce que je voulais pas que ça touche à mon stage, où j'ai transcrit en braille dans des cartables tout ce qui était dans les cardex. Tu as dû en avoir quand même pour un certain temps. Oui, j'ai travaillé pas mal fort et je l'avais fait en 2 formats, c'est-à-dire je pouvais le trouver un cartable soit par thème ou un autre cartable soit par lettre alphabétique. Donc, quand quelqu'un appelait et disait « Je cherche une ressource, mettons, des marraines pour allaitement », ben, je pouvais aller dans un des cartables pour chercher dans ma partie allaitement et je trouvais l'information. Pourquoi je dis fait étonnant, c'est que mon système avec mes 2 cartables faisait en sorte que j'étais plus vite que toutes les autres. Oui. Fait que j'étais assez fière. Oui, mais malgré tout le temps que tu as mis quand même par toi-même pour te faire ton système. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça. Ben, dans ma tête à moi, il fallait pas que mon employeur soit pénalisé pour mon handicap. Fait que je l'ai fait de soir et de fin de semaine, puis après ça, ben, je travaillais comme les autres. Tu sais. Quand j'ai fini là, ils m'ont embauché pour 6 mois sur un projet. Et suite à ça, j'ai cherché du travail. J'ai pas trouvé vraiment de travail en travail social lui-même. OK. Je suis allée travailler, j'ai fait un peu comme toi, j'ai fait mes expériences de travail au RAM, au RAC, à Fondation Mira. J'ai tout passé ces organismes-là. OK. Ben, au RAM, ça veut dire que tu as travaillé au RAM? J'ai travaillé à 2 reprises au RAM. OK. J'ai travaillé, mon Dieu, de 90 à 94. C'était Richard Lavigne qui était directeur général à l'époque. OK. Puis Richard était très pro, on embauche des personnes handicapées visuelles, on donne des chances à des personnes handicapées visuelles, ce avec lequel je suis tout à fait d'accord. Oui, parce que tu le disais tantôt, parce qu'on a eu comme un faux départ avec l'entrevue, puis c'est ça que tu disais aussi, que le RAM était quand même assez, dans le fond, aimait donner des chances à des personnes handicapées visuelles, puis tout ça. Là. Oui, parce que c'est pas facile se trouver un travail, surtout quand tu es handicapé visuel total. C'est sûr qu'un bon demi-voyant peut toujours s'en sortir. Ça fait une pas pire différence. Mais un aveugle total, c'est pas mal plus difficile. Et s'il n'y a pas d'expérience, ben c'est encore plus difficile. Nous, on peut pas, les jobs d'été, là, pour aller faire des peintures, peinturer des clôtures, puis vendre des hot dogs, là. C'est un paquet de choses qu'on peut mettre une croix dessus en partant. Là. Tout à fait. Les jobs de dépanneurs, les serveurs, tu sais, tout ça, là. C'est ça. Job que d'habitude, les étudiants vont font un beaucoup plaisir faire. de prendre, oui, c'est là. ça. Hein? Alors, c'est ça. Fait que j'ai travaillé à la Fondation Mira aussi comme relationniste, là, organiser des campagnes de financement. Qui font encore aujourd'hui d'ailleurs. Au RAM, comme je disais tantôt, de 90 à 94. Après ça, je suis allée faire des petits bébés. Ah, ben oui! J'ai 2 enfants. Alors, j'ai pris 6 ans de pause pour rester avec mes enfants jusqu'à temps que mon tout petit aille à l'école. OK. Je trouvais ça important d'être à la maison. On pouvait se le permettre, fait qu'on l'a fait.
Mais là, je vais peut-être me poser une question indiscrète un peu. Puis, mais en tout cas, avec un mari qui voit ou qui voit pas? Un mari qui voit. OK. Bon, il y en a beaucoup qui vont dire, t'es chanceuse, ton mari voit. Bon, c'est une façon de voir les choses. C'est vrai que ça aide, mais ça nuit aussi. OK. Je sens que tu vas nous expliquer ça. Ben oui, écoute. 2 petites secondes. Je veux dire, un mari qui voit, là, il va laisser un verre traîner à quelque part. Ouais, OK. Tu sais, il va faire des petites choses comme ça parce que lui, il peut pas penser toujours au fait que l'autre voit pas. Tu sais, j'ai un conjoint qui y pense beaucoup quand même, mais il reste qu'il est voyant. C'est ça, il est pas dans la peau de quelqu'un qui voit pas à cœur de journée, là. Non, c'est ça. Mais oui, ça aide, là, mais comme je dis, il y a des contraintes aussi. Puis, je veux dire, il y a des activités qui sont plus difficiles à faire quand t'es un couple, un qui voit puis l'autre qui voit pas, puis ce genre de choses-là, tu sais. OK. Mais comme mère, ça a été comment l'expérience? J'imagine que ça a été bien quand même si tu as eu quoi, 2 enfants? Ouais, j'ai eu 2 enfants qui sont rendus à 23 puis 21 ans aujourd'hui, qui ont n'ont pas l'air maganés du tout. Je pense que ça n'a pas été si pire que ça. Mais on appréhende beaucoup. Quand on ne sait pas comment ça va se passer, je vais-tu être bonne, vas-tu tout voir, Et finalement, ça s'est très bien passé. Il s'agit d'avoir une bonne organisation, puis de pas être trop dur avec nous-mêmes non plus, parce qu'on voit pas, il risque d'arriver des choses, mais combien de familles voient, puis il arrive des choses aussi. C'est ça. Faut pas tout mettre sur moi, je vais dire, ma fille a tombé en bas de la table à langer, elle avait 5-6 mois à peu près, je pense. Et j'en ai fait un drame, là, tu sais, j'étais vraiment une mauvaise mère, je l'ai pas vue, puis là, Puis ma belle-sœur qui a eu 4 enfants, qui voit très bien, elle me dit, pauvre toi, t'en fais que ça. Tu savais le nombre de fois que les miens ont tombé en bas des escaliers, avec des marchettes, avec ci. Franchement, non, t'as pas que ça. Il y a des gens dans la vie qui nous marquent, hein? Et ça m'a marqué beaucoup. Quand ma belle-sœur me dit ça, je me dis, c'est vrai, pourquoi on est plus dur avec nous parce qu'on ne voit pas? Puis ça, c'est dans d'autres situations aussi. Tout à fait. C'est ça, hein? Tout à fait. Fait que ça demande beaucoup d'organisation, c'est clair. Tu sais, je ne vais pas laisser de fil électrique traîner, je vais barrer mes portes pour être certain que les enfants ne prennent pas quelque chose que je veux pas qu'ils prennent. Tu sais, ce genre de choses-là. J'organisais les vêtements aussi, là, j'organisais tout ça. Les bas, par exemple, j'achetais pas des bas rouges, des bas bleus puis des bas roses, là. Il y avait des bas blancs pour tout le monde. Parce que je savais que si je me trompais, ça serait correct. C'est ça, c'était une complication de moins qu'on éliminait, là. Tout à fait. Puis je faisais le lavage séparé, tu sais, je faisais le lavage de ma fille ensemble, le lavage de mon gars ensemble. Comme ça, j'étais sûre que je mélangeais pas un pantalon rose à ma fille avec un pantalon, tu sais. Fait que ça demande plus de travail, plus d'organisation, mais c'est très faisable. OK. Ben, c'est ça, comme tu dis, hein, tes enfants ont pas de l'air maganés, puis ils ont pas de l'air de s'en plaindre. Absolument pas. Puis je veux dire, je les amenais dehors tous les jours. Je me faisais un devoir de les amener tous les jours. Comme je te dis, je pense que j'ai mis ma barre bien haute juste parce que je voyais pas, puis que je voulais pas que personne ne dise rien, puis finalement, il y a personne qui aurait osé dire quelque chose. C'est moi qui le faisais, là. C'est moi qui te la mettais ce bord. OK. Et là, après, tu es revenu au travail. Oui. Et là, ça a été le RAM encore, ou s'il y a eu autre chose avant? Ben, il y a eu le comité des usagers. Oui. J'ai pris pendant, je pense, 3 ans certains, la permanence du comité des usagers de l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui était pas un travail à temps plein, puis que ça me convenait tout à fait, là, parce que j'avais comme mes enfants approchaient de l'école, puis... Ouais, tu étais encore jeune quand même. Oui, c'est ça. Fait que ça me gardait un pied dans le marché du travail, dans le milieu aussi, tout en étant capable de rester avec mes enfants encore pour une grosse partie du temps, là. Parce que là, le comité des usagers, ça, c'était aussi de s'occuper, c'est surtout les gens qui ont des revendications, ben, pas des revendications, mais des plaintes à faire, des trucs comme ça, des insatisfactions. Ben oui, c'est des insatisfactions, c'est des plaintes, mais tu sais, il n'y en a pas tant que ça, des plaintes, là, à l'Institut, là. En général, les gens veulent pas trop faire de plaintes.
Mais c'était plus de la représentation, siéger sur les comités au nom des usagers, siéger au conseil d'administration comme représentant des usagers, participer aux activités qui sont organisées par l'Institut quand il fallait des représentants d'usagers. Puis, j'avais mis en place, et ça existe toujours d'ailleurs, l'Usager Express. Ah, c'est toi qui as mis ça en place? Oui. D'accord. Et moi, je mettais ça avec... À l'époque, il y avait beaucoup de comités à l'Institut, de toutes sortes, ce qu'il y a beaucoup moins aujourd'hui. Alors, je mettais souvent des résumés de comités, des choses qui se passent à l'Institut, des choses de même. Et ça fonctionne encore. Ben, hey, quand même, hein? Ouais. Comment il s'appelle? Émile Ouellette, qui m'avait aidé à créer la liste du comité des usagers, l'Usager Express. Parce qu'Émile, lui, la technologie, hein? Oui, lui, ça le dérange pas. Lui, c'était quelque chose, hein? Encore aujourd'hui. Ouais. Uh-huh. Là, je refais un retour en arrière pour revenir en avant. Quand tu as travaillé au RAM, puis que c'était Richard Lavigne qui était le DG, toi, tu faisais quoi à ce moment-là? J'étais coordonnatrice des services. OK. Alors, je travaillais, entre autres, c'est dans les années où on a mis en place le Publiphone, le service d'aide bénévole, le centre communautaire. Le centre communautaire était pas encore en place, mais j'ai travaillé sur les demandes de financement et faire reconnaître ce besoin-là par Centraide. OK. Donc, c'était en train de se mettre en place. Là, oui. Service d'aide bénévole, c'était des années pas mal olé, ça. Service d'aide bénévole, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais c'était l'INCA qui avait un service d'aide bénévole. Oui, hein, me semblait, hein. C'était l'INCA qu'on appelait pour, exactement. Pour ça. Et là, l'INCA ont eu des problèmes financiers, de gestion ou de je sais plus quoi, et ont décidé de laisser tomber ce service-là. OK, ça a été récupéré. Fait que le RAM, pour lui, c'était inadmissible qu'on n'ait pas un service comme ça pour la communauté des personnes handicapées visuelles. Alors, on a fait des ententes avec l'INCA pour que ce soit le RAM qui reprenne ça. Et si je me rappelle bien, c'était financé aussi par la santé et services sociaux à l'époque. Là. On appelait ça la régie de la santé et des services sociaux, choses comme ça. Mm-hmm. Fait que, mais j'étais plus là quand ils ont fait la mise en place. OK. Moi, j'ai fait les ententes là, avec l'INCA, la même chose pour le centre communautaire. Le Publiphone, on était parti d'une petite carte, demande-moi pas comment ça s'appelle, la techno, je l'ai dit tantôt, mais c'était une petite carte dans laquelle on pouvait enregistrer plusieurs petits messages, comme si on avait un répondeur. Et ça a tellement bien fonctionné que Richard est allé chercher le financement pour embaucher quelqu'un et faire un vrai gros Publiphone là, comme on le connaît aujourd'hui. OK. Avec plus de possibilités de rubriques, là, puis tout ça. Oui. OK. Et là, tu es allé où après? Parce que là, tu disais que tu n'étais plus là. Ben, je suis partie. C'est parce que ça, c'est dans les années 90 à 94. OK. En 94, comme je l'ai dit tantôt, je suis partie, je suis allée faire des bébés. Oui. Fait que je suis revenue, comme je te dirais de 2000 à 2003, à peu près, j'étais au comité des usagers. Uh-huh. Et en 2003, je suis revenue au RAM parce qu'ils avaient besoin d'un directeur général à l'époque. J'avais appliqué sur le poste et je l'avais eu. OK. Et là, bon, c'était DG. C'est que là, DG. Oh, là, c'est toujours ça que tu es. Oui. Mais t'étais parti à un moment donné. Je suis partie en 2006. C'est qu'en réalité, t'as eu 3. Oui. Si on regarde ça comme ça. J'ai fait de 2003 à 2006. Je suis partie parce que l'Institut avait offert un poste en responsable des activités bénévoles, qui était pas un poste à temps plein, et honnêtement, j'étais brûlée au RAM. J'étais fatiguée, là. Avoir des jeunes enfants à la maison et maintenir une job au RAM à 60-70 heures par semaine. Ouais, ça avait plus de bon sens. C'est même plus du temps plein. Là, non, d'ailleurs, j'étais tombée malade à l'automne 2005, là. J'étais tombée malade. J'avais été arrêtée, je pense, 4 mois. OK. Fait que quand j'ai vu l'offre de l'Institut au printemps 2006, ben j'ai appliqué dessus. Et je l'ai eu. Et c'est Yvon Provencher qui avait pris ma place ici. OK.
Et tu vois, je suis revenue en 2013, mais à temps partiel. Je suis pas revenue à temps plein. OK. C'est-à-dire qu'en 2013, j'ai fait un bout, j'ai pris un congé sans solde de l'Institut pour venir faire un bout ici, pour essayer de remettre les choses en place un peu. Et après ça, je suis retournée, là, et depuis ce temps-là, je sais comme ça, je fais 3 jours à l'Institut, 3 jours ici. Et là, le poste à l'Institut, on peut en parler un peu? Oui. Ouais. Parce que je sais un peu, bon, que tu t'occupes des bénévoles. Donc, tu trouves les bénévoles pour ceux qui en ont besoin. Je sais, entre autres, là, pour faire de la lecture aux médias substituts, pis tout ça. Mais c'est pas juste ça, j'imagine. Là. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça? Oui, oui, oui. En fait, et c'est pour ça que je me suis permise de revenir de venir au RAM. Et j'avais été voir mes patrons à l'époque d'ailleurs aussi. Parce que je trouvais que j'étais pas en conflit, quoique certains autres pourraient penser. J'étais pas en conflit entre le travail du RAM et le travail de l'Institut. Parce que moi, je touche pas à la clientèle, je suis pas dans un programme, rien à l'Institut. Je suis responsable des activités bénévoles, donc je fournis des bénévoles lecteurs aux techniciens Braille. Je fournis des bénévoles pour aller chercher des télévisionneuses, des choses comme ça, que les gens peuvent pas ramener. C'est drôle que tu dises ça, parce que quand tu as dit le mot télévisionneuse, j'ai dit ça y est, elle me cible personnellement, parce que j'en ai eu une fois un bénévole qui est venu pour ça, oui. Okay. Je trouve des bénévoles aussi pour faire de l'adaptation de matériel. OK. Ça peut être des carnets d'adresses. Il ne faut pas oublier que la population handicapée visuelle est de plus en plus âgée. Et souvent, les gens ont un carnet d'adresses qu'ils ont écrit à la main. La même chose pour le livre de recettes, d'ailleurs, c'est la même affaire. Et avec la perte de vision, surtout la dégénérescence maculaire, ils sont plus capables de lire. D'accéder à leur matériel de tous les jours. Exact, c'est ça. Ils sont plus capables de lire du manuscrit. Alors, ce qu'on fait avec les bénévoles, c'est qu'on va prendre leur bottin téléphonique, le bénévole va le transcrire à l'ordinateur et il va le mettre selon la vision de la personne. Mais il faut faire une chose, là, attention à ceux qui écoutent l'émission, là, vous pouvez pas m'appeler pour me demander ça. Il faut que ça fasse partie d'un plan d'intervention avec un intervenant. OK. C'est toujours les intervenants qui font appel à mes services. C'est oui. ça, là. Moi, je parle jamais aux usagers. Alors, l'intervenant va me dire, j'ai un client qui a besoin de ça dans le cadre de ci ou de ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, là, je le fais faire avec des bénévoles. OK. Mais c'est l'intervenant qui va juger qui sait que ça existe, là, puis qui va passer. C'est l'intervenant qui va me dire, fais-lui, je sais pas moi, en Verdana 16, gros caractère, une information par page, tu sais, ça dépend toujours c'est pour ça qu'il faut que ça fasse partie du plan d'intervention. OK, parce que là, l'intervenant, lui, sait exactement, dans le fond, comment le demander pour que ce soit utile pour la personne. Là. C'est ça. Okay. Puis ça va être la même chose, mettons que si on a besoin de, je sais pas moi, adapter un jeu ou des choses comme ça, c'est eux autres qui vont me dire, on veut des mots braille à tel endroit, ou on veut que vous colliez des petites cordes, des choses comme ça. C'est les bénévoles aussi qui font les jetons de bingo. Parce que les jetons de bingo, pour les personnes malvoyantes, c'est des feutres. C'est des feuilles de feutre qui sont coupées en carrés de couleurs. Et encore là, ils s'assurent que les couleurs qui sont choisies correspondent bien aux besoins de leurs clients. Que c'est les meilleures couleurs. Parce que toi, tu peux bien voir le rouge, mais l'autre à côté voit mieux le jaune. Tu sais, ça peut être différent là, pour fait que c'est ce que je fais depuis 12 ans. 12 ans à l'INLB. Hey, déjà, oui. Quand même. Parce que j'étais ici quand t'étais parti à l'INLB. En 2006. Ouais. Ça fait que... Ouais. Hey, écoute, je pense qu'on va faire une pause tout de suite, Pascal. OK. Puis après la pause, regarde, on va discuter de d'autres choses. Là. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a encore pour un petit 15 minutes après la pause, mais les pauses sont très courtes cette année à Connaissez-vous. Ça fait que éloignez-vous pas trop de votre poste d'écoute parce qu'on poursuit tout de suite la discussion après avec notre invité qui est Pascal Dussault. À notre prochaine
émission. Un autre jeune qui s'implique sans compter et qui nous livre son vécu avec une grande générosité. En passant par le sport, les échecs, la sensibilisation, toutes les occasions sont bonnes pour promouvoir le mieux-être des personnes handicapées visuelles. Mathieu Rochette, à notre rendez-vous du 14 décembre. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Pascal Dussault. Rebonjour Pascal. Rebonjour Martin. Et là, ce que j'aimerais qu'on fasse, parce que le RAM, ça fait longtemps que ça existe. On 38 a dit, ans. 38 ans. La mission est toujours la même, je pense. Hein. Il y a des choses qui se sont greffées, mais la mission de base, c'est demeurer la même chose. C'est toujours la promotion et la défense de droits pour l'intégration sociale des personnes handicapées visuelles. Voilà. C'est notre cheval de bataille. On travaille beaucoup sur l'accessibilité universelle. Alors, faire en sorte que les personnes aveugles, tout comme les autres personnes handicapées, accessibilité universelle, c'est que c'est accessible à tous. Alors, ce qu'on travaille, c'est l'accessibilité du web, par exemple. On travaille très fort sur l'accessibilité du web. L'environnement, l'architecture, l'urbanisme, les feux sonores, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire? L'emploi, les chiens, il y en a, on s'ennuie pas. Ça couvre beaucoup de choses, là. Ça couvre beaucoup de choses et c'est pour ça que c'est important que les gens deviennent membres du RAM parce que plus on est nombreux, plus on peut faire entendre notre voix. C'est ça, parce que en ayant le RAM de son côté, si je peux dire ça comme ça, parce que vous couvrez le transport, donc le métro, les difficultés de rencontrer dans le métro, le déneigement, je pense aussi, oui, l'hiver. Oui, le déneigement. Vous couvrez Montréal, forcément. Montréal, Rive-Sud et Laval. OK, d'accord. C'est les 3 territoires sur lesquels on travaille. C'est sûr que la Rive-Sud, c'est grand. La Rive-Sud, là, on travaille beaucoup plus sur l'agglomération de Longueuil, mais s'il y a des gens qui ont besoin d'aide à Saint-Hyacinthe ou à Saint-Jean, on va les aider dans la mesure du possible. Mais c'est sûr qu'on peut pas tenir des comités de travail dans toutes les régions, là, ça aurait pas de sens. On est ben trop une petite équipe pour ça. On travaille beaucoup avec les autres organismes aussi qui travaillent en promotion et en défense de droits. Les regroupements de personnes handicapées comme le GAF, Défi, l'Europe à Laval. On travaille avec l'ORAC et via l'ORAC, on est dans la COFAN. On n'a pas le choix de travailler en concertation avec les autres, là. OK. En travaillant tous ensemble, vous pouvez unir un peu vos forces, puis unir vos ressources, puis... Tout à fait. Ça vous êtes plus fort, j'imagine. Oui, oui. Plus on est de monde à revendiquer les mêmes choses, plus on a de chances de l'avoir. Je te dirais des belles réussites du RAM. Par exemple, les annonces verbales dans le métro, c'est un travail à longue haleine du RAM. Le RAM a travaillé très fort pour ça. Sauf que je te dirais que depuis quelques années, on s'amuse à dire qu'on avance vers l'arrière. OK. Parce que la technologie a fait en sorte qu'on a eu des gains. Bon, tantôt je te parlais de l'annonce verbale du métro. Tu sais qu'avec les nouveaux métros, on a eu les Azur, là, on a eu un peu de difficulté avec ça. Mais on va prendre, par exemple, les bornes de chargement des cartes aux puces. Ah oui, ça, par exemple. Là. Bon, tu vois, on a été presque 4 ans à talonner la STM avant de réussir à avoir des bornes qui avaient une synthèse vocale. Et c'est depuis 2012, je pense qu'on les avait. Et peut-être que je me trompe un peu d'un date, là, mais c'est dans ces coins-là. Oui, à peu près, là. Et tu vois, depuis le mois de février, on n'en a plus. C'est ça, là. On n'en a plus parce que la STM a dû changer toutes ses bornes sous prétexte que son fournisseur de guichet, il y avait des règles de sécurité qui n'étaient pas respectées, blablabla. Et là, on nous avait promis, oui, vous allez les avoir sous peu, c'est promis. Et depuis le mois de février, on n'en a plus. Et on a vécu très dernièrement les guichets automatiques des caisses populaires Desjardins. J'osais pas en parler, mais je me le serais permis parce que je suis membre de Desjardins. Hein? Ça fait que, disons que je suis pas très content. T'es pas le seul qui est pas content, je peux te dire ça. J'étais vraiment pas contente parce que je trouve que Desjardins nous ont vraiment pris en otage, surtout pour tous les gens qui habitent à Longueuil. Parce que c'est à Longueuil qu'ils ont changé tout le guichet presque d'un coup.
sans avoir de synthèse dedans. Et moi, j'avais gardé mon compte chez Desjardins parce qu'il y avait encore des guichets au métro Longueuil. Et bon, voilà que là, on est pris avec... Ben là, ils en ont remis, là, ils fonctionnent. Là. Ouais. Il y en a 2 maintenant qui fonctionnent, mais tu peux juste faire des retraits pour le moment. Tu peux pas faire de dépôt, tu peux pas faire de transfert. On peut pas faire la totalité des transactions comme avant. Semble-t-il qu'ils vont nous les intégrer tranquillement, là. Mais il faut toujours qu'on attende. Pourquoi ils font pas ça dès le départ? C'est ça. C'est pas moi qui va répondre non, mais à ça. Tu comprends? Mais c'est pour ça que je suis encore au RAM et que je tiens à rester au RAM parce que je me dis, il y a tellement de luttes. Tu sais, des fois, on dit les gens plus âgés ont eu à se battre beaucoup plus que nous. C'est vrai. Je veux dire, les gens plus âgés là, qui étaient aveugles il y a 30 ans, là, il n'y avait pas le corps de ce qu'on a aujourd'hui. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Mais il y a encore beaucoup de luttes à faire. La bataille ne sera jamais terminée. Malheureusement, non. Puis je pense que tant qu'on n'aura pas une loi qui oblige à ce que tout soit accessible universellement, on va devoir se battre comme ça tout le temps. C'est la même chose pour les sites Internet. De plus en plus, on est confronté à des sites Internet qui ne fonctionnent pas. Et on est toujours référé à des sites Internet. On se fait souvent dire, allez sur le site, allez, tu sais. Ouais. Et là, on arrive, ça fonctionne pas ou ça fonctionne plus parce que il y a eu des retours en arrière aussi dans C'est ça. Ils ont fait une mise à jour, ils ont oublié de respecter les standards d'accessibilité et voilà, il n'y en a plus. Voilà. C'est bien triste, mais on est loin d'avoir fini nos batailles. Mais le RAM est là pour ça, donc pour devenir RAM, membre. le RAC, Oui. ouais. Mais pour devenir membre du RAM, c'est très simple. On appelle au RAM, ça coûte 10 $ par année. Puis c'est surtout pour un... Parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi, je suis pas très revendicateur. Moi, j'ai pas le temps de m'impliquer dans un comité. » Je peux comprendre ça. Sauf que, comme je te disais tantôt, plus on est nombreux à revendiquer nos droits, et ne serait-ce que par solidarité, devenir membre du RAM, c'est important. Et de toute façon, le RAM, on l'a dit, la mission première, c'est la défense puis la promotion des droits pour les personnes handicapées. Oui. Mais ce n'est pas juste ça non plus. Il y a le service d'aide bénévole, il y a le centre communautaire, ça aussi, il faut être... Oui. Ben, c'est des services qu'on a mis avec le temps, qu'on a mis en place pour aider justement les gens à s'intégrer. Tu sais, le service d'aide bénévole aide les personnes qui ont besoin d'aide pour lire le papier, remplir des formulaires, les accompagner chez le médecin, faire l'épicerie, des choses comme ça. Le Publiphone qui donne accès à de l'information pour les gens qui ne l'auraient pas autrement parce qu'ils sont pas sur l'ordinateur. L'ordinateur, c'est ça. On a encore 25% de nos membres qui n'ont pas d'ordinateur. Et les activités du centre communautaire qui sont essentiellement pour briser l'isolement et l'éducation populaire. On s'est fait souvent dire par Centraide, vous devriez intégrer les personnes qui suivent des cours comme tout le monde. C'est pas possible. Il y a des gens qui réussiront jamais à suivre un cours de yoga dans un groupe de personnes non handicapées. Et ça, c'est important de les maintenir, ces activités-là. Et c'est ce genre d'activité-là que vous offrez, des cours adaptés de yoga, je sais comment ouais. c'est. Ouais. De gymnastique douce, de yoga, de cours de langue, là, comme cette session ici. On a des cours d'espagnol, on a une activité qui est sur la poésie, on a une cuisine collective, on a une activité où on parle de technologie adaptée, où les gens s'échangent des trucs, se montrent les applications qu'il y a sur leur iPhone, des choses comme ça, pour faire en sorte que les gens repartent avec des outils pour mieux s'intégrer socialement. Et ça aussi, c'est plus facile là, de se montrer les applications sur le iPhone entre personnes non-voyantes qu'avec des voyants. Là, ben oui. Parce que les voyants, ils vont dire « regarde à gauche, regarde à droite ». C'est ça. Alors que nous, quand on fait nos échanges de trucs, puis qu'on se montre que regarde, telle application, c'est vraiment génial, ça fonctionne très bien, si tu fais ci, si tu fais ça. Puis, parce que comme je te disais tantôt, moi, je suis pas techno, mais quand je vois les autres qui l'utilisent puis qui nous montrent comment ça est facile, je suis bien prête à l'essayer. Ça peut donner le goût, là. Je suis bien prête à l'essayer. Ben,
C'est génial, hein? Il y a des gens qui l'ont testé pour toi, puis qui te le montrent. Puis voilà, c'est toujours plus incitant. Écoute, Pascal, tantôt, pendant la pause, je t'ai demandé, j'ai dit, comment tu occupes tes temps libres? Tu as dit, j'en ai pas beaucoup. Ben, gars, il reste à peu près 2 minutes pour nous en parler. Ça fait que... Non, j'en ai pas beaucoup. Tu comprendras, avec 2 jobs, une famille et tout. Quoique, même si mes enfants sont grands, ils font partie de ma vie aussi. Qu'est-ce que je fais? Je lis beaucoup. J'aime beaucoup lire. Tu lis en audio? En fichier texte, là, okay. Avec un bon vieux stream. Parce que ça aussi, c'est un événement que la technologie nous apporte de vraiment le fun. C'est bien l'accès aux livres. Avant, il fallait attendre qu'ils soient enregistrés soit à l'Inca, soit à Magnétothèque, soit mis en braille, alors que maintenant, les fichiers texte, les fichiers EPUB, c'est lisible. Oui, puis là, il fallait attendre qu'ils nous arrivent par la poste aussi. Oui, aussi. Là, on peut les télécharger et puis le lire ce soir, si tu as le goût de lire le livre puis qui est là. Exactement. Alors, je lis beaucoup. Quand j'ai un bon livre, j'avoue que j'ai de la misère à rentrer travailler, j'ai de la misère à faire plein de choses parce que je n'ai pas envie de lâcher mon livre. Mon mari dit que je le trompe avec mon livre dans ce temps-là. Mais bon, je lis beaucoup, je marche, je nage. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est de la popote. Et oui, parce que là, tu parlais aussi de la cuisine collective, mais tu sais, c'est pas tous les non-voyants qui popotent. Ça fait que j'imagine qu'en cuisine collective, là aussi, il y a des trucs à se donner. Toi, t'es bonne là-dedans? T'aimes ça? Oui, moi, je me débrouille bien et j'aime ça. Alors, quand on aime ça, déjà, on a plus de facilité à se trouver des trucs puis à essayer des choses. Moi, il n'est pas rare là, que je vais passer du temps sur Internet juste à regarder des recettes, écouter des vidéos qui nous donnent des trucs, des choses comme ça. Là, j'adore ça. Justement pour t'inspirer, puis... Ouais, j'adore ça, faire ça. Bon, donc... Puis quand j'ai des amis qui aiment ça, ben souvent ce qu'on fait, on s'organise un samedi et on se dit, bon, on se fait une bouffe. Puis là, tout le monde prépare quelque chose? Oui, ou on prépare des plats ensemble. Okay. L'année passée, on a fait ça, ça fait 2 années qu'on fait ça ici, là. Mais je veux dire, c'est juste entre amis. On utilise la cuisine du centre communautaire. On est 5-6 filles. Et on fait les tourtières, le ragoût, puis tout ça pour les fêtes. Tous ensemble. On fait ça ensemble, puis après ça, on se partage la facture et les plats. Wow! Fait que c'est agréable, tu sais, on a du fun, puis une gang de filles qui cuisinent ensemble. Puis c'est pas toute la même qui fait tout. Non, il y en a une qui roule, l'autre qui coupe, l'autre qui fait des boulettes, puis... c'est vraiment génial comme idée, ça. Oui, on a bien du plaisir, puis comme je te dis, je fais ça aussi avec 1 ou 2 amis chez elle ou chez nous. On se dit, bon, ben on se fait une sauce à spaghetti, puis on s'enligne pour faire ça ensemble, puis c'est ça. Ben, Pascal, écoute, c'est déjà tout le temps qu'on a, parce qu'il faut s'en aller. Mais ce que je retiens de notre entrevue, c'est que la défense des droits, c'est une bataille qui est pas terminée, qui se terminera peut-être pas non plus jamais, mais dans le fond, toi, t'es là, puis avec ton équipe aussi pour continuer à défendre ces différentes choses-là, ces différents points-là. C'est ce que j'en comprends. Tout à fait. Encore là pour un petit bout de temps. Et en plus, ben, tu t'ennuies pas dans tes temps libres. Donc, quelqu'un qui a pas la vue, mais qui s'ennuie pas et qui s'occupe et qui se tient toujours occupé, active autant physiquement qu'intellectuellement. Maintenant, j'aime ça dire ça. Et ça te décrit bien. Merci beaucoup. Alors, c'est moi qui te remercie, Pascal. Ça a été très agréable. On aurait pu continuer encore longtemps. Ah, sûrement, mais... Mais si on fait une autre année de Connaissez-vous, je te demanderai peut-être une 2e partie. C'est bon. Donc, les gens à la maison, je vous remercie de nous écouter. Je vous remercie aussi de nous faire part de vos suggestions, de vos commentaires. Puis, je vous retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard.
À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.